Imaginez un monde lointain, une planète rocheuse, où le ciel ne serait pas bleu comme sur Terre, mais rouge. Les jours et les nuits s'y confondent sous un crépuscule éternel. Ici, les océans, s'ils existent, reflètent une lumière faible et diffuse émise par son soleil. Une petite étoile rouge. Un monde potentiellement habitable, qui est d'ailleurs plutôt proche de la Terre. On appelle cette planète Proxima Centauri b. Il y a plus de 400 ans, un homme nommé Giordano Bruno défiait les croyances de son époque et imaginait des mondes comme celui-ci, disséminés dans notre galaxie et dans notre univers tout entier. Mais malheureusement pour lui, vous verrez, son histoire va mal finir. Mais jusqu'où est-ce qu'on ira? Pourrions-nous un jour aller sur l'un de ces mondes? Combien sont-ils et est-ce qu'ils abritent la vie? Comment est-ce que nous les détectons et comment se forment-ils? Sommes-nous seuls dans l'univers? Pour répondre à cette question, je me suis rendu au Chili où se trouvent les meilleurs télescopes du monde qui observent le ciel pour tenter de trouver de nouvelles planètes. L'objectif dans tout ça, en trouver une qui soit habitée. Il s'agit là de mon plus gros projet, mon meilleur documentaire. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de surprises. J'espère que ce documentaire vous plaira. Je vous ai promis de réaliser des grandes choses et j'espère vous le prouver aujourd'hui. Et si je peux faire ces documentaires maintenant, c'est en partie grâce à vous, grâce à votre contribution dans la cagnotte Litchi que j'ai lancée il y a quelques mois. Alors pour ça, merci beaucoup et si vous voulez encore y contribuer, eh bien le lien se trouve en description. Sur ce, c'est parti pour la chasse aux exoplanètes. Une exoplanète vient du mot planète et exo de l'extérieur. Une planète, c'est Mercure, Vénus, ce sont des planètes qui tournent autour du Soleil. Nous les appelons simplement planètes, mais si vous voulez vous référer à des planètes comme celles que nous connaissons ici, mais qui tournent autour d'autres étoiles, pas du Soleil, nous les appelons exoplanètes ou planètes extrasolaires. Et des milliers d'exoplanètes ont été identifiées en dehors de notre système solaire, avec des masses allant d'une masse terrestre à de très nombreuses masses jupitériennes. Au total, c'est 5743 exoplanètes que nous avons détectées. Toutes se trouvent dans notre galaxie, à quelques centaines d'années-lumière tout au plus. La Voie lactée dans sa globalité aurait une taille d'environ 100 000 années-lumière. Ça signifie que la lumière, qui va à près d'1 milliard de km/h, prend 100 000 ans pour traverser notre galaxie, d'un bout à l'autre. Si on réduisait la taille de notre Soleil à la taille d'une bille de 1 cm de diamètre, la Voie lactée à côté aurait un diamètre de 6,7 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 530 fois la Terre alignée côte à côte, et le Soleil ne représentant qu'une simple bille de 1 cm dans tout ça. Des billes comme le Soleil, il y en a des centaines de milliards dans notre galaxie. Certaines sont de couleur bleue et plutôt grandes, ou de couleur rouge et plus petites, mais aussi moins chaudes. Et d'autres sont de couleur jaune ou blanche, un peu comme notre Soleil. Mais zoomons un peu dans notre système solaire, où nous trouvons pas moins de 8 planètes en orbite autour du Soleil. D'abord, il y a les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre, puis Mars. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, nous avons la plus grosse planète de notre système. Visible à l'œil nu en ce moment dans le ciel, c'est Jupiter, suivi de Saturne, et on dit que ce sont des géantes gazeuses. Un peu plus loin, nous avons Uranus, puis Neptune. Ces deux planètes situées au fin fond de notre système, à quelques milliards de kilomètres, sont de type géantes de glace. Elles font partie des planètes les plus froides de notre système planétaire. Jusqu'alors, nous ne connaissions que ces planètes. Nous n'avions jamais découvert d'autres types de planètes auparavant. Il y en a beaucoup, mais les plus intéressantes sont celles qui sont des planètes comme dans notre propre système solaire, ou peut-être comme la Terre. L'une d'entre elles est Proxima Centauri b, dont la masse est très proche de celle de la Terre. Elle pèse 1,3 masse terrestre et se trouve dans la zone habitable, ce qui signifie que cette température pourrait être propice à la vie.
Proxima Centauri n'est qu'à 3 ou 4 années-lumière de la Terre, et c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Proxima Centauri B est probablement rocheuse comme la Terre. Si nous y étions en ce moment même, nous pourrions voir un ciel rougeâtre. Parce que son étoile n'est pas blanche comme le Soleil, mais elle est rouge. Après, tout dépendrait de son atmosphère et de sa composition, si tant est qu'elle en est une. Mais possiblement que le ciel serait teinté rouge, rose ou même orange. La température y serait agréable, mais seulement à quelques endroits de la planète. Certaines régions, constamment exposées à la chaleur de l'étoile, seraient extrêmes et très arides, tandis que d'autres seraient plongées dans le vide intersidéral de l'espace, avec des températures descendant largement en dessous de 0 degrés Celsius. Mais comment avons-nous découvert cette exoplanète alors que celle-ci se trouve à pas moins de 40 000 milliards de kilomètres? Eh bien, nous répondrons à cette question juste après, lorsqu'on rendra visite au télescope qui l'a découverte. Nous avons également d'autres types de planètes, les super-Terres et les mini-Neptunes, qui ont une masse comprise entre celle de la Terre et Neptune, ainsi que les super-Jupiters, des planètes plus massives que Jupiter. Les super-Terres sont des planètes rocheuses comme la Terre, mais qui sont beaucoup plus grosses, tandis que les mini-Neptunes sont elles des planètes comme Neptune, mais plus petites. Les super-Jupiters sont les plus grosses planètes qu'on connaisse. Elles sont comme Jupiter, avec probablement des caractéristiques très similaires, mais font plusieurs fois ou plusieurs dizaines de fois sa masse. On connaît aussi les Jupiters chauds, des planètes identiques à Jupiter, mais étant plus proches de leur étoile, parfois même encore plus proches que Mercure ne l'est du Soleil. Il existe un type d'exoplanète que nous n'avons jamais découvert. Ce sont les mondes océaniques, des planètes constituées d'un noyau rocheux et recouvertes d'un ou plusieurs océans liquides, de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Quand on parle d'océan liquide, on ne parle pas forcément d'eau. Il peut s'agir d'océans d'ammoniac liquide, de méthane ou même de magma fondu. C'est peut-être par exemple le cas de LHS 1140b. Cette exoplanète, située à 40 années-lumière de là, orbite autour d'une étoile très petite. Des observations récentes ont laissé entendre que ce monde pourrait contenir de l'eau liquide en surface, et peut-être même une atmosphère. Peut-être qu'il s'agit d'un monde océanique, avec des océans à perte de vue. Si tel est le cas, on pourrait probablement y trouver de la vie sous-marine, avec des animaux totalement différents de ce qu'on connaît sur Terre. Mais nous reviendrons un peu plus tard rendre visite à cette planète. C'est qu'il est agréable de voir d'abord les données en premier. Vous vous dites « Waouh, il y a une planète ici !» Et ensuite, nous pouvons informer les gens que nous avons trouvé quelque chose. Et ce, en sachant qu'il pourrait y avoir de la vie à la surface de certaines d'entre elles. Dès l'Antiquité, il y a près de 2300 ans, Épicure disait « Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre, et un nombre infini de mondes différents. » Dans les années 1580, Giordano Bruno dit qu'il devrait exister une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques aux nôtres. Nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Il va même jusqu'à supposer l'existence de vie ailleurs, dans quelques-uns de ces mondes, sans aucune observation, sans aucune preuve. Giordano Bruno avait déjà raison. Il avait raison sur presque toute la ligne, et on le prouve aujourd'hui. Avec plus de 400 ans d'avance sur la science, il avait prédit l'existence des exoplanètes. Pour avoir pensé ça, le 17 février 1600, Giordano est livré aux autorités et il est brûlé vif sur la place publique, par l'inquisition de l'Église catholique. Un homme à qui maintenant on aimerait dire « Tu avais raison ». Mais alors de quand date la toute première détection ? La toute première planète que nous avons détectée était la 51 Pégasi B, qui est devenue la planète prototype. Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la toute première exoplanète autour d'une étoile de la séquence principale. Alors tout commence en 1995 lorsque Didier Queloz et Michel Mayor découvrent la toute première exoplanète à l'Observatoire de Haute-Provence, en France. Et donc évidemment, vous savez ce qu'il nous reste à faire, et bah faut y aller. Salut! Pour les biens de ce documentaire, vous voyez, c'est au Chili que je me suis rendu. C'est donc là que je suis, équipé de mes vêtements Columbia, parce qu'ils nous accompagnent pour cette aventure. C'est moi-même qui ai souhaité les inclure au projet parce que je connais la qualité de leurs produits. Mais aussi Colin MacArthur, une maison d'horlogerie spécialisée dans la conception de montres commémoratives. Pareil, c'est moi qui ai souhaité les inclure au projet. C'est selon moi, ici que nous trouvons les plus beaux paysages sur Terre. Vous me direz peut-être que j'ai pas encore tout vu, c'est sûrement vrai d'ailleurs. Mais moi je vous répondrai juste de regarder ces paysages-là.
devant le télescope T193 et c'est ce télescope qui a permis de découvrir 51 Pégasi B, donc la toute première exoplanète en 1995. Le T193, il est capable de suivre les étoiles dans le ciel, donc c'est-à-dire qu'il compense le mouvement de la Terre pour suivre une étoile pendant une certaine durée. Et donc c'est ce qu'on a fait avec 51 Pégase, où on a suivi l'étoile pour collecter sa lumière. T193, la première caractéristique, c'est la taille de son miroir primaire, donc 1,93 m. Et donc ça, on peut tout d'abord comparer avec la taille des yeux. Les yeux, la taille des yeux, c'est quelques millimètres. Donc on collecte de la lumière dans quelques millimètres avec nos yeux. Avec un télescope de presque 2 mètres, on collecte beaucoup plus de lumière. Donc on peut faire des études plus fines de la lumière parce qu'on a plus de lumière qui arrive des astres. Alors comment ça marche? La lumière arrive au niveau du télescope, tout en haut. Il y a un jeu de miroir, puis après elle arrive à l'instrument qui est connecté au télescope. Et c'est selon l'instrument qu'on peut faire certains types d'observations. Donc on peut observer des galaxies, avec d'autres instruments pour observer des exoplanètes, etc. En 1995, l'instrument qui était connecté au télescope, c'était Elodie. C'est lui qui a permis la détection de la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire. Et donc cet instrument, il permet d'obtenir le spectre, c'est essentiellement des étoiles, il observe des étoiles essentiellement, d'observer le spectre d'une étoile. Bon, la technique, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est grâce à ce spectre que Michel Mayor et Didier Queloz ont réussi à faire cette première détection. Peut-être vous auriez un message pour Michel Mayor? Je devrais leur dire merci. Ils ont été les premiers à le faire. Et ils ont ouvert le champ de la recherche et de la détection d'exoplanètes. Donc, merci pour leur travail dans ce domaine. Moi, j'étais à l'Institut d'astrophysique de Hawaï. Et à ce moment-là, Didier fait la mission de fin d'année, là, et il m'envoie un fax me disant « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que ça pourrait être une planète ?» Et je réponds à Didier « Attention, je dis on se calme, on fait de la physique, on regarde, et c'est seulement en juillet 1995 qu'on se retrouve à Saint-Michel, en Provence, Didier et moi. On attend, on mesure, on remesure et on remesure. On refait, si je me rappelle bien, 12 mesures. Parce que on matraquait là, comme ça. Et ces 12 mesures permettaient de recoller complètement avec ce qu'on avait fait avant. À ce moment-là, on y croit. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on parle d'exoplanètes. On a festoyé avec Didier et nos familles, à savoir sous les pins en Provence. C'est pas désagréable, le mois de juillet en Provence. Et donc, clairette de Die et des gâteaux framboises. C'est resté dans nos mémoires. La nouvelle fait le tour du monde. Ça y est, 51 Pégasi B est la première planète extrasolaire qui tourne, comme la Terre, autour d'une autre étoile semblable au Soleil. Alors 51 Pégasi B, c'est un Jupiter chaud. Donc c'est une planète assez extraordinaire, c'est une planète qu'on n'a pas dans notre système solaire. C'est une planète géante gazeuse, donc en fait c'est une atmosphère gigantesque. Mais par contre, d'une température horrible. Plus de 1000 degrés. Extrêmement chaud parce qu'elle est tout près. Elle est tout près de son étoile. Donc, pas question qu'il y ait d'avis. Gazeux, chaud, non. En tant que géante gazeuse, 51 Pégasi B n'a pas de surface solide. Le paysage qu'on pourrait imaginer serait juste une vaste étendue de gaz brûlant, tourbillonnant, accompagné de vents forts, allant à des vitesses supersoniques qui balaient la planète d'ouest en est. Cet environnement est évidemment hostile et inhospitalier. Ce n'est pas un monde où nous pourrions y poser les pieds. D'autant plus que la pression y serait extrême. Un peu comme si nous descendions à plusieurs kilomètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Cette planète est tellement près de l'étoile qu'elle doit être synchronisée, c'est-à-dire qu'elle tourne avec la même vitesse de l'étoile, donc il se peut que la dynamique de l'atmosphère soit quand même très différente de celle de notre Jupiter. C'est la rotation synchrone? Rotation synchrone, exactement. Et ça, c'est exactement pareil avec la Lune. Depuis la Terre, on ne voit jamais la face cachée de la Lune. Ça veut dire qu'une partie de la planète est toujours exposée à la chaleur de son étoile, tandis qu'une autre partie est toujours exposée au vide intersidéral de l'espace. Ici, sur Terre, la Terre prend 24 heures pour faire un tour sur elle-même. Ça, je vous apprends rien. Et donc, ça veut dire que c'est un temps de 2 fois 12 heures. C'est pour ça que la montre que je porte à mon poignet, qui est d'ailleurs magnifique, qui s'appelle Lunar 1,622, a un temps de 12 heures. Et d'ailleurs, c'est pas une simple montre puisqu'elle vient de chez Colin MacArthur, et il y a même de la poussière de météorites lunaires à l'intérieur. Donc les gens qui portent la même montre que moi actuellement n'auront jamais été aussi proches de la Lune que quiconque. Et si une autre personne se trouvait sur 51 Pégasi B actuellement et avait la même montre que moi, eh bien, son temps sur cette planète ne s'écoulerait pas. Puisqu'en fait, sa montre là-bas pointerait toujours midi. Alors en réalité, les aiguilles continuent à tourner, mais ça n'aurait pas vraiment de signification.
qu'il soit 17 h ou 3 h du matin, eh bien le soleil de 51 Pégasi b sera toujours en haut dans le ciel. Le temps qui s'écoule dans ma montre n'a aucune signification pour une personne étant sur une autre planète. C'est là qu'on remarque que ma montre est vraiment spécifique à la Terre et spécifique au mouvement propre de notre planète. Chaque année, on peut estimer qu'une dizaine de planètes se forment dans notre galaxie, contre des centaines de milliers chaque seconde dans notre univers. Ces nombres ne sont que des ordres de grandeur, évidemment. Personne ne les a jamais comptés et ils sont donc à prendre avec des pincettes. La Terre a un jour été l'une d'entre elles. Il y a des milliards d'années, elle faisait partie de ces quelques planètes en formation, dans un endroit quelconque de la galaxie. Tout ça, sans savoir que 5 milliards d'années plus tard, nous serions ici, sur Terre. Mais pour comprendre comment la Terre s'est formée, nous tentons d'observer depuis la Terre la formation d'exoplanètes dans notre galaxie. Et on réussit. Et bien justement, il y a l'observatoire d'ALMA qui se trouve à 5000 mètres d'altitude au Chili. On va y aller pour en apprendre plus sur la formation des systèmes planétaires. À un moment donné, quand ça se resserre pour former l'étoile, il y a, comment dire, la matière tourne trop vite autour de la jeune étoile et donc on forme une nébuleuse autour de l'étoile qui est la source pour la formation des systèmes planétaires. Cet observatoire fait partie des plus importants du monde. Constitué de 66 antennes qui observent le ciel 24 h sur 24, de jour comme de nuit, il se trouve à 5000 mètres d'altitude, à la même hauteur que le camp de base de l'Everest, dans le désert le plus aride du monde, le désert d'Atacama, au Chili. Après les avoir contactés et entamé de très longues négociations par mail, et signé tout un tas de documents importants, nous avons été autorisés à visiter cet immense réseau d'antennes. Alors cet immense réseau de 66 antennes observe en fait la mort et la naissance des étoiles et même des exoplanètes, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors comment ça marche? Bon, on va prendre cette antenne là qu'on peut voir juste derrière moi. En fait, on a la parabole et les rayons électromagnétiques vont arriver au niveau de la parabole. Ils vont être réfléchis au milieu là sur le petit instrument qui se trouve au milieu, donc c'est un miroir en fait. Et après c'est un récepteur qui va capter ces ondes radio et ensuite on va traiter ces données. Le signal collecté par les antennes est perçu puis envoyé via des câbles de fibre optique jusqu'au superordinateur situé juste à côté où l'ensemble des données de chacune des antennes est traité puis combiné pour donner une image. Il ne s'agit pas d'un ordinateur standard puisque cet ordinateur ressemble à ça. Là on est devant le corrélateur, donc c'est vraiment un super ordinateur qui est situé au plus proche des antennes. Donc c'est là que toutes les données sont traitées. Il traite 90 gigas de données par seconde et il fait 17 quadrillions de calculs toutes les secondes. Quand on voit le nombre d'antennes qui est à 66 antennes, on comprend pourquoi il faut un équipement comme ça. Et donc tout ça c'est un ordinateur. L'équipement est fou. Et si juste une antenne est désynchronisée de l'ordre du millième de seconde par exemple, eh bien ça peut gâcher une observation complète. Les antennes de l'observatoire observent l'univers dans les longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques, correspondant à une gamme de longueurs d'onde située entre 300 micromètres et 9,6 mm. Ces gammes de longueurs d'onde couvrent une partie du spectre électromagnétique. Ça nous permet de voir des objets ou des régions spécifiques de l'univers, invisibles dans d'autres parties du spectre électromagnétique. En d'autres termes, on observe ce qu'on ne pourrait pas voir avec nos yeux. Lorsque vous observez à de très grandes longueurs d'onde, vous pouvez voir des objets très froids. On peut aussi voir les gaz autour d'une étoile et leur mouvement. C'est simplement dû au fait que selon divers phénomènes chimiques et physiques, ces gaz émettent une majorité de leur rayonnement dans les longueurs d'onde millimétriques, détectables par ALMA. Donc il y a par exemple le système HLTO qui a été observé, donc là c'est vraiment l'une des meilleures images qu'on a pu prendre avec ALMA, où en fait on voit 7 à 8 anneaux de gaz autour d'une étoile. Cette image, c'est ALMA qui l'a prise. Pendant une certaine période, les antennes de l'observatoire se sont orientées vers une petite étoile de notre galaxie encore en train de se former. Jeune de seulement 1 million d'années, elle se trouve à 450 années-lumière de là. Plusieurs observations réparties sur plusieurs mois ont été nécessaires. C'est ainsi qu'on a pu obtenir cette image. Il s'agissait de la plus belle image qu'on ait pu prendre d'un disque protoplanétaire, avec des détails et des structures très fines qu'on n'avait jamais observées auparavant. On voit là plusieurs anneaux de gaz, séparés les uns des autres.
Ces séparations semblent vides en gaz, comme si ces régions avaient été nettoyées parce qu'une planète s'y formait. Par exemple, nous pensons que les anneaux ici sont en fait dus aux planètes. Les planètes éliminent une partie du gaz et créent plusieurs anneaux dans ces disques. Actuellement, dans ce système, des planètes sont encore en train de se former. Et il se passe la même chose autour de très nombreuses étoiles de notre galaxie. En ce même instant, des planètes naissent quelque part dans la Voie lactée. Des mondes voient le jour. Peut-être que l'un d'entre eux sera rocheux. Peut-être qu'il aura des montagnes, des continents, des océans. Qu'une espèce y verra le jour dans 2 ou 3 milliards d'années, puis qu'elle deviendra intelligente dans 5 milliards d'années. Peut-être qu'elle observera dans notre direction un jour, et qu'elle n'y verra plus rien. Plus rien parce que d'ici là, la Terre et le Soleil auront disparu. En nous observant, elle ne soupçonnera jamais qu'une espèce intelligente y vivait quelques millions ou milliards d'années plus tôt. Jamais. Elle se sentira seule, perdue dans notre galaxie, et on aura envie de lui dire qu'elle n'avait pas été seule, et qu'on a vu son monde se former. C'est peut-être ce qu'il se passe pour nous, lorsqu'on observe des étoiles mortes dans notre galaxie. Personne ne peut dire. Ces étoiles sont toutes très jeunes. Elles ont généralement moins de 3 millions d'années. À ce stade, le disque de poussière est toujours là, et il continue à produire des planètes. Vers 10 millions d'années, vous ne pourrez plus les voir. Vous pouvez voir que ces systèmes ont une épaisseur, donc la poussière est gonflée par le gaz. Et en ce moment, les planètes se forment dans ces disques. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une nébuleuse, c'est un mélange de gaz et de poussière. Alors il y a des phénomènes, d'abord moléculaires. Les grains de poussière vont se coller. Ils entrent en collision, ils se collent. Il y a des forces moléculaires et tout. Ce disque commence ensuite à s'effondrer et à se fragmenter. Et dans ces fragments, des planétésimaux commencent à se former. Ces planétésimaux commencent ensuite à se coaguler, à s'accréter pour former les noyaux des planètes. Et l'accrétion de gaz et de poussière supplémentaires sur ces noyaux forment les planètes que nous observons aujourd'hui. Quand ça devient vraiment plus massif, eh bien la masse de la jeune planète est capable d'attirer le gaz comme ça, et des grains de glace et tout, et former quelque chose de beaucoup plus gros encore. Ces images nous aideront à comprendre comment les planètes se forment, car nous pouvons voir les caractéristiques des planètes et comment elles influencent la poussière au cours de leur formation sur des millions d'années. La nuit tombée, l'observatoire d'ALMA a orienté quelques-unes de ses antennes vers une étoile appelée NWC 758. C'est une très jeune étoile, qui n'a que 3,5 millions d'années. Mais autour d'elle, 2 possibles planètes sont en train de se former, à 500 années-lumière de là. Pour l'observer, ALMA n'a pas eu besoin d'utiliser toutes ses antennes. Elles peuvent toutes fonctionner en même temps, mais peuvent aussi observer le ciel de manière séparée, en plusieurs groupes. Et je me permets juste de faire une petite aparté, juste pour vous remercier vraiment, parce que c'est surtout grâce à vous qu'on peut réaliser ce genre de documentaire-là. Et c'est, je pense, mon plus gros documentaire que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'adore. Et puis le ciel qu'on a là est sublime. On est carrément au Chili à 5000 mètres d'altitude. C'est sublime. Donc voilà, je suis trop content. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Et j'espère que ce documentaire vous plaira et vous plaît actuellement. À 370 années-lumière d'ici, se trouve un autre système planétaire en pleine formation. Mais celui-ci est très intéressant. En 2019, ALMA dirigeait ses antennes pour la première fois vers ce système, et prend même une photo. L'image est exceptionnelle. On y découvre des planètes en train de se former autour de cette étoile. Mais c'est pas tout, puisque l'image prise par ALMA révèle des détails incroyables. En zoomant un peu plus, on voit ce qui s'avère être un disque de matière autour de l'une des 2 planètes en formation, celle qu'on nomme PDS 70T. Ce disque-là, c'est la preuve qu'un ou plusieurs satellites sont probablement en train de se créer autour de la planète. Des satellites comme la Lune, qui orbitent autour de la Terre. En ce moment même, ce système connaît ce qu'on a connu il y a 5 milliards d'années, lorsque la Terre et les autres planètes du système solaire se sont formées. Mais si les antennes de l'observatoire d'ALMA se sont tournées vers ce système, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'en 2018, un autre télescope avait pris une image de PDS 70 et avait vu ces 2 planètes en train de se former. Alors, pour enrichir leurs observations et obtenir plus de détails, ils ont collaboré avec l'observatoire d'ALMA. Ce système a environ 5 millions d'années et nous n'avions jamais vu ça auparavant.
Nous avons vu les planètes séparément et nous avons vu les disques séparément. Les observations des radiotélescopes d'ALMA se font dans le domaine des ondes radio. Ce sont de très grandes longueurs d'onde, tandis que les observations que nous faisons avec ce télescope se font dans les longueurs d'onde du visible, c'est-à-dire ce qu'on peut voir avec nos yeux. Ce télescope dont on parle depuis tout à l'heure et qui a découvert la première planète en formation autour de l'étoile PDS 70 se trouve pas très loin de l'observatoire d'ALMA. D'ailleurs, c'est même ce télescope qui a pris la première image d'une exoplanète. En passant par le petit village de San Pedro, puis en redescendant un peu vers le sud, et après une longue route de voiture, nous arrivons au Very Large Telescope. Autrement dit, le meilleur télescope sur Terre. Nous sommes ici dans l'un des meilleurs observatoires au monde en lumière visible. Nous sommes à Cerro Paranal où se trouve le Very Large Telescope. On a 4 gros télescopes derrière moi, donc les bâtiments que vous voyez derrière moi ce sont des télescopes et 4 télescopes auxiliaires qui se trouvent juste à côté, qui fonctionnent eux comme un interféromètre géant pour étudier notre univers. Il est si grand et il a tellement d'instruments avec des capacités dans toute la gamme qu'il doit être classé premier ou co-classé avec quelques autres observatoires. Est-ce qu'on peut dire que cet observatoire est l'un des plus avancés du monde? Oui, on peut dire ça parce que c'est un très grand télescope. Donc, ce n'est pas juste un télescope unique. En réalité, c'est même 4 télescopes géants. Chacun d'entre eux a un miroir primaire de 8,2 mètres de diamètre. Et chacun de ces miroirs uniques font partie des plus grands au monde. Ils possèdent chacun 3 instruments et ils peuvent observer séparément ou tous ensemble quand on utilise la technique de l'interférométrie. Cela nous permet de collecter suffisamment de lumière et de voir autant de détails que si nous utilisions un seul et unique télescope, avec un miroir gigantesque de 130 mètres de diamètre. Wow. Donc on a ici les instruments les plus évolués au monde qui couvrent une large gamme de longueurs d'onde qui vont de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir vraiment plein de choses dans notre univers. On peut voir la naissance des étoiles, la naissance des exoplanètes. On peut étudier tout ce qui est matière noire et étudier les fins fonds de notre univers. Pour chacun de ces gros télescopes, on a un jeu de miroir extrêmement complexe où tout a été finement ajusté, tout est minutieusement conçu. Il faut savoir que le Very Large Telescope fait de très grandes découvertes chaque année. Et par exemple, en 2004, on a pris pour la première fois en photo une exoplanète. Alors c'était 2M1207b qui est 5 fois plus massif que Jupiter et qui se trouve à 230 années-lumière d'ici. Donc cette première photo avait été prise par l'instrumentation NACO, mais qui n'existe plus maintenant, enfin en tout cas on l'a retirée, on l'a remplacée plutôt par SPHERE, alors qui est un peu différent, mais c'est un peu la deuxième génération de NACO. SPHERE, c'est cet instrument-là qui a pris l'image de la planète en train de se former autour de l'étoile PDS 70, qui se trouve à pas moins de 370 années-lumière d'ici. En 2008, son prédécesseur, NACO, un instrument qui était un peu moins évolué que SPHERE, a permis de détecter une planète située à 63 années-lumière d'ici, qu'on appelle Beta Pictoris b. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette exoplanète a la période de rotation la plus rapide qu'on connaisse, puisqu'elle tourne sur elle-même à une vitesse de près de 100 000 km/h, ce qui fait qu'elle fait un tour sur elle-même en seulement 8 heures. Autant dire que c'est pas une petite planète, puisque son rayon est 65% plus grand que celui de Jupiter. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une planète extrêmement grosse. Et comme à notre habitude, on va comparer son horloge avec la nôtre. Et 1 heure sur cette exoplanète,
s'écoulerait 1,48 fois plus vite que sur Terre. Et là on parle pas de l'écoulement de son temps, mais on se tient juste à la durée d'une journée. Donc 1 heure sur cette exoplanète s'écoulerait en seulement 40 minutes. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma montre, puisqu'il y a sûrement un détail que vous n'avez pas vu. Tout autour du cadran, on a les dates des missions lunaires, donc en or on a celles qui ont atterri, et en blanc on a seulement les vols orbitaux. Et d'ailleurs je pense que vous l'avez vu, la montre est clairement inspirée des missions Apollo 11 et des premiers pas de l'homme sur la Lune, puisqu'on voit sur le cadran la fameuse citation de Neil Armstrong quand il a posé le pied sur la Lune. Il existe plusieurs méthodes pour détecter des exoplanètes, mais l'une d'entre elles, étant la plus simple à comprendre, consiste à seulement prendre une image de la planète. L'imagerie directe consiste à prendre l'image d'une planète directement et à analyser sa lumière. D'autres techniques utilisent la lumière de l'étoile pour détecter la planète. À l'ESO, nous avons SFARE, qui est l'un des imageurs d'exoplanètes. SFARE est juste là. Donc pour envoyer la lumière à SFARE, le miroir sera ajusté à 45 degrés dans cette direction. Il est carrément dans une box toute noire, mais on voit écrit SFARE juste là. Il est équipé d'un coronographe qui va en fait bloquer la lumière de l'étoile, donc c'est comme un cercle qui va se mettre devant l'étoile. Il est aussi équipé de filtres qui lui permettent de détecter seulement la lumière qui est réfléchie, donc la lumière qui est réfléchie par une planète par exemple, et il bloque la lumière qui n'est pas réfléchie, et quand on ne peut voir que la lumière qui est réfléchie, eh bien on voit juste des planètes, et donc grâce à lui on peut voir des planètes géantes qui sont en orbite autour d'étoiles, et on peut prendre des photos d'elles. Le principal avantage de SFARE est qu'il peut prendre des images très nettes, à très haute résolution. SFARE utilise une technique appelée optique adaptative qui corrige le flou introduit par l'atmosphère de la Terre. Les bulles d'air fluctuantes brouillent et déforment l'image. SFARE mesure les turbulences 1000 fois par seconde pour rendre une image plus nette d'un facteur de 50 à 100. Grâce à l'optique adaptative, la forme de l'étoile est ronde, c'est un cercle. Mais sans l'optique adaptative, tu aurais une image totalement déformée. Chacun des télescopes de l'observatoire peut voir 4 milliards de fois mieux que ce qu'on peut voir avec nos yeux. SFARE est si précis qu'il pourrait distinguer une pièce de monnaie, située à 100 km de distance, une précision extraordinaire et inégalée jusqu'à présent. D'autant plus que, grâce à l'optique adaptative, SFARE peut corriger en temps réel les distorsions de la lumière causées par l'atmosphère terrestre. On obtient ainsi des images beaucoup plus nettes que ce que pourrait prendre un autre télescope non équipé de cette technologie. C'est tellement beau, on se rend pas compte, mais quand on se dit que nous, l'être humain, on a fabriqué ce truc, c'est fou. Il y a tellement de choses, il y a tellement de détails. Tu t'enlèves juste un câble, ça foire tout. En étant à l'observatoire, je me suis posé une question. Est-ce qu'il serait possible de nous rendre sur l'une d'entre elles, ou voyager dans l'univers et aller sur cette exoplanète? Pour répondre à cette question, je me suis souvenu de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. On va donc quitter l'observatoire quelques instants avant d'y revenir tout à l'heure, lorsque la nuit sera tombée. Alors, la réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'est non. Puisqu'en fait, les exoplanètes, toutes, sont beaucoup trop loin pour nous. Rien que Proxima Centauri B, qui se trouve à 4 années-lumière d'ici, et qui est donc l'exoplanète la plus proche de la Terre, eh bien, elle est déjà trop loin, puisque pour voyager jusqu'à elle, on mettrait 75 000 ans. Mais partons du postulat très simple qu'on puisse voyager à des vitesses relativistes, c'est-à-dire à des vitesses proches de celles de la lumière. Si tel est le cas un jour, eh bien, combien de temps mettrions-nous pour voyager jusqu'à Proxima Centauri B? Et pour répondre à cette question, on va devoir parler de la relativité restreinte d'Einstein. Mais pour ça, il va nous falloir une montre. Alors ça tombe bien puisque j'en ai une sur moi. D'ailleurs, il y a une chose que je ne vous ai pas dite à propos de cette montre, et pas des montres. C'est qu'à son dos se trouve ce logo. Et son utilisation pour cette montre spécifiquement a été approuvée par la NASA. Autant dire que ça lui donne une certaine valeur en plus. Alors au-delà de ça, la montre elle-même est magnifique. Regardez juste les détails, la bordure, même le bracelet, j'adore. Enfin voilà, elle est magnifique. Alors s'il vous plaît, allez vraiment sur le site de Colin MacArthur pour voir ce qu'il propose. Le lien est en description d'ailleurs pour ceux qui veulent. Bon, imaginons que Proxima Centauri B se trouve là-bas. Et ça, c'est de la Terre. Alors imaginons que je quitte la Terre et que j'aille sur Proxima Centauri B en allant à 100% de la vitesse de la lumière. Alors on est bien d'accord, c'est littéralement impossible, mais on part du principe que ça l'est. Donc je marche, j'accélère, j'accélère. Là je suis à 100% de la vitesse de la lumière pendant que ma famille m'attend sur Terre en regardant leur horloge. De mon point de vue à moi, je ressens rien de particulier. Mon temps s'écoule normalement, j'ai pas l'impression qu'il s'écoule plus vite ou plus lentement. Finalement, j'ai même pas eu le temps de cligner des yeux
que je me retrouve déjà sur Proxima B. Je reviens sur Terre et ma montre n'aura même pas eu le temps de faire écouler 1 minute que je serai déjà revenu. Et donc évidemment, comme à l'aller, mon voyage est instantané. Et quand je reviens sur Terre et que je demande à ma famille combien de temps s'est-il écoulé depuis que je suis parti, ils me répondront « On t'a attendu presque 9 ans ». Voilà ce qu'est la relativité. Mon temps s'écoule beaucoup plus lentement lorsque je me déplace à la vitesse de la lumière par rapport à d'autres personnes qui se trouvent immobiles par rapport à moi. C'est pour ça que de mon simple point de vue, j'ai pas l'impression que mon temps s'est écoulé plus lentement. Par contre, du point de vue des autres et de ma famille qui m'attendait, eh bien mon temps s'est bel et bien écoulé, beaucoup plus lentement. Alors, on peut faire un petit calcul ensemble. Imaginons qu'on trouve une planète habitable, rocheuse, habitable, à 30 années-lumière. 30 années-lumière, c'est nos voisines, hein, c'est tout près. On se rappelle que l'homme est allé sur la Lune, il y a plus de 50 ans, 3 jours avec Apollo 11. La lumière met environ 1 seconde. Et maintenant, 30 années, c'est 1 milliard de secondes. Donc, une planète qui serait très proche, eh bien, c'est 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Donc, il faut accélérer proche de la vitesse de la lumière pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et après, il faut décélérer, hein, en plus. Vous la stockez où, cette énergie? Vous la prenez où? Ce n'est pas possible. Actuellement, avec les moyens de la physique, on ne peut pas. Le résultat de ce calcul élémentaire, c'est que l'humanité est liée à cette planète et ne rêve pas d'aller émigrer. Ce n'est pas vrai. Moi, je vois le futur de l'humanité comme simplement des crises majeures. Mais ce que je veux dire, c'est que même si l'homme continue à faire des bêtises avec les réchauffements climatiques, c'est une grande quantité de malheur pour beaucoup de milliards de personnes. Il y a des tas d'endroits où la température va être excessive, où l'eau sera les océans vont monter et tout, et vont submerger des villes, etc. Ce n'est pas la fin de la vie. Il y a des endroits qui resteront tout à fait vivables et tout comme ça. Par contre, il faut être conscient qu'il y aura des milliards de personnes qui seront méchamment affectées par ça. La nuit tombée, le ciel est magnifique. J'avais jamais vu ça auparavant. Le ciel paraît juste irréel. On voit énormément d'étoiles, on en voit même trop. Il n'existe pas une zone du ciel vide en étoiles. Je pourrais m'y poser devant pendant toute une nuit, sans jamais quitter le ciel des yeux. Nous pensons donc que la plupart des étoiles ont une planète, et que la plupart des exoplanètes que nous connaissons se trouvent à moins de 25 parsecs, c'est-à-dire à une distance de 70 à 80 années-lumière de la Terre. Les gars, là on est à l'observatoire, donc on est tout en haut, il n'y a aucune lumière. Depuis qu'on est au Chili, je vois ça. Je n'ai jamais vu ça, je vais rentrer en France, je vais être trop déçu de voir un ciel moche. Et c'est là qu'on se rend compte que tous les petits grains qu'on voit dans le ciel, toutes les petites étoiles, c'est incroyable. Enfin, elles sont à des années-lumière d'ici. Ça te fait tellement réfléchir sur notre place dans l'univers. On n'est qu'une seule petite planète bleue, en orbite autour d'une étoile qui est comme les autres, ou une étoile quelconque qui est dans notre galaxie. Elle n'a rien d'exceptionnel par rapport à d'autres. Et nous, on est là. Il arrivera un moment où je pense on disparaîtra, comme n'importe quelle autre espèce qui a vécu sur Terre. L'Homo erectus qui a vécu, je crois, 2 millions d'années, un truc comme ça. L'Homo sapiens, ça va être pareil. Notre Terre disparaîtra là. Là, ce qu'on touche, là où on court, là où on marche, la Terre, ce qu'on touche, tout ce qu'on voit tous les jours, un jour, ce sera plus là. Le soleil qu'on voit tous les jours aussi, enfin, sauf en Normandie, on le voit pas tous les jours pour le coup, mais on le verra plus du tout, quoi. Mais nous, on sera bien là, enfin, on sera plus là depuis très longtemps, quoi. Et après, peut-être que l'univers continuera de grandir et grandir, il y aura d'autres espèces qui vont vivre. Moi, je me sers un peu de ça. Perso, je me dis, ok, on va tous disparaître un jour et tout. Il y en a, ça les rend un peu dépressifs, en mode 10-10. Enfin, je sais pas, ça fait peur à beaucoup de gens en tout cas. Et perso, je me dis pas que ça me fait peur. Je trouve ça juste fascinant. Et je me dis, c'est un peu une source de motivation en plus, quoi. En mode, je sais pas, t'as la flemme de faire un truc, plein de choses qui rendent votre quotidien compliqué et tout. Et quand on pense à tout ça, et après, on relativise en se disant, ouais, ok, mais regarde ce qu'on est. Regarde
ce qu'on fait. Enfin, ça fait relativiser, ça nous remet un peu à notre place, ça nous remet un peu... On se dit en fait nos problèmes c'est quoi. C'est juste un truc éphémère qui va disparaître. On n'a pas vraiment de but, donc autant vivre la vie qu'on a envie de mener, accomplir nos objectifs, nos rêves, parce qu'on n'a qu'une seule vie finalement, donc faire du mieux qu'on puisse pour partager des bonnes valeurs, partager des bonnes choses avec les gens. Enfin bon, bref, c'était très loin. Ça fait 12 minutes que je suis comme ça. Allez. Merci. Ce soir, les 4 télescopes vont observer chacun de leur côté. Et pour voir comment se déroule une observation, nous nous sommes rendus à la salle de contrôle, située à quelques mètres. Je peux vous montrer beaucoup de choses ici, comment nous fonctionnons, tout ce que vous voulez. Je veux tout savoir. Tout? Ok. Quelles observations vous allez faire ce soir? Ce soir, nous allons utiliser CRIRES. Et nous allons faire des transits de planètes. C'est pour détecter des planètes ou juste analyser leur atmosphère? Pour détecter les planètes et analyser leurs atmosphères, mais il s'agit d'un suivi. Nous savons déjà que la planète est là et nous allons faire d'autres observations pour obtenir plus de détails. Ok. Ok. Oui. Ok. Oui, je vais prendre quelques minutes pour commencer cette observation. Vous l'avez entendu, ce soir les astronomes vont observer des transits de planètes. Ils vont utiliser un instrument appelé CRIRES. Cette méthode de transit est donc la deuxième méthode qu'on utilise pour détecter des exoplanètes. Lorsque la Lune commence à couvrir une partie du disque solaire, vous remarquez que la lumière commence à s'estomper autour de vous, et lorsque vous atteignez le moment de la totalité, lorsque la Lune est parfaitement alignée avec le Soleil, il fait nettement plus sombre à ce moment-là. Maintenant, si vous imaginez que vous éloignez la Lune de nous, en l'éloignant de plus en plus, elle devient si petite que cette différence de luminosité est imperceptible. Nous pourrions vaquer à nos occupations quotidiennes sans nous en rendre compte. C'est ce qui se passe lorsque Vénus passe devant le Soleil. Dans ce cas, on ne perçoit pas l'assombrissement du Soleil parce que c'est une si petite fraction du disque solaire qui est obscurcie. Voici ce qui se passe lorsque nous observons des exoplanètes qui transitent devant leur étoile haute. La méthode de transit consiste donc à observer une étoile et à attendre qu'une planète passe devant elle. On va alors analyser la lumière et le rayonnement de l'étoile, et lorsque la planète va passer devant, sa luminosité va baisser très légèrement. On peut donc faire cette détection avec l'instrument CRIRES, mais des télescopes spatiaux le font également très bien. C'est par exemple le cas de TESS, qui a détecté un très grand nombre d'exoplanètes comme ça. Ce télescope qui se trouve dans l'espace a confirmé plus de 442 exoplanètes et identifié plus de 7204 candidates depuis le début de sa mission en 2018. C'était il y a 6 ans. Ils vont commencer les observations et on va pouvoir voir ça en direct. Alors là, quand j'appuierai sur ce bouton, le télescope se déplacera vers cette étoile. Et l'étoile, c'est... Le nom de l'étoile est GJ551. Il s'agit d'une étoile très proche, située à moins de 70 années-lumière d'ici. On va observer 5 étoiles cette nuit. Et vous allez observer cette étoile combien de temps cette nuit? Alors là, on va observer l'étoile pendant seulement 10 minutes. Mais d'habitude, c'est 1 heure. Voici quelques-unes des images que nous avons prises récemment. De plus en plus d'images s'accumulent chaque jour. Chaque année, nous avons 50 journaux qui publient des articles de ce type, ce qui vous permet de les suivre. Toute la nuit, les astronomes vont faire leurs observations. C'est comme ça chaque nuit, lorsque la météo n'est pas capricieuse et que les télescopes sont opérationnels. Mais il existe une dernière méthode pour détecter ces exoplanètes. Une méthode encore plus complexe, mais qui marche très bien. C'est la méthode de détection par vitesse radiale. Mais pour ça, il faut se rendre dans un autre observatoire, celui qui a découvert l'exoplanète la plus proche de chez nous, Proxima Centauri b. Et donc pour comprendre cette méthode de vitesse radiale, on se trouve là au Chili, à l'observatoire de La Silla, qui est à 2400 mètres d'altitude, encore dans le désert d'Atacama, et qui est à 600 km au nord de Santiago. Alors à cet observatoire, il y a plusieurs télescopes comme on peut le voir derrière moi, mais il y en a un particulièrement qui va nous intéresser, qui est juste là. C'est le télescope de 3,6 mètres. Il s'agit là de l'un des télescopes qui fait le plus de découvertes au monde concernant les exoplanètes. Les gens pensent que nous voyons les planètes en mode sur un écran comme ça et « Oh, voici une planète !» Non, ce n'est pas comme ça que ça marche.
Ce que nous faisons, c'est qu'on collecte la lumière de l'étoile pour détecter son signal. Donc, c'est une méthode indirecte. Nous ne voyons pas vraiment la planète. Nous voyons seulement l'étoile osciller. Avec ça, nous pouvons calculer la masse de ce qui cause cette oscillation de l'étoile. Lorsque l'étoile se déplace, les caractéristiques de sa distribution d'énergie, que nous détectons avec nos instruments, se déplacent et nous permettent de connaître la vitesse exacte à laquelle l'étoile se rapproche ou s'éloigne de nous. Et comment est-ce que vous détectez ce mouvement de l'étoile? Prenons l'exemple d'une ambulance. Lorsque l'ambulance passe, nous entendons un son aigu, puis un son grave, lorsqu'elle s'approche et qu'elle s'éloigne. La lumière fait exactement la même chose. C'est un peu fou de penser ça, parce qu'avec le son, on entend s'il est grave ou aigu, on entend le changement de fréquence. Mais c'est pourtant pareil avec la lumière. C'est comme des vagues, c'est une onde avec des fréquences aussi. Ces fréquences vont changer du rouge vers le bleu, donc vers les basses, puis vers les hautes fréquences. Ensuite, nous calculons ce qu'on appelle la vitesse radiale. C'est basiquement une vitesse. C'est lorsque l'étoile s'approche et s'éloigne de nous en un certain laps de temps. C'est là que nous voyons des variations dans la lumière. C'est donc ce mouvement de l'étoile que nous tentons de détecter. Vous l'avez compris, on réussit à le faire en analysant la lumière de l'étoile. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Ça nous donne quoi? Eh bien, dans un premier temps, la lumière est capturée par le télescope, celui qui fait 3,6 mètres de diamètre. Waouh! Oh, le truc de fou! Il a été mis en service en 1977, puis mis à niveau en 1999. C'est l'un des télescopes qui fait le plus grand nombre de découvertes chaque année. Ce n'est pas le meilleur, mais il a été un très grand télescope pendant très longtemps, et continue d'observer le ciel et de découvrir de nouvelles exoplanètes. Et ce télescope a aussi découvert LHS 1140b qui se trouve à 40 années-lumière d'ici, donc c'est pas tout proche. Mais ce qui va vous choquer, c'est plutôt que c'est une planète qui fait partie des plus habitables qu'on connaisse. La planète, je crois, a été découverte en 2017. Et on pense maintenant que c'est une planète très habitable. Et ici sur Terre, notre planète prend 365 jours pour faire un tour autour du Soleil. Par contre, LHS 1140b n'en prend que 24. Donc si on peut mettre des guillemets, un an là-bas c'est moins long que sur Terre. Et si je me rends avec ma montre lunaire 1,622 sur cette exoplanète, eh bien une heure serait équivalente à 14,8 heures à l'échelle d'une année. Pour un gars resté sur Terre, la petite aiguille de sa montre aurait le temps d'en faire 14 fois le tour, tandis que sur cette exoplanète, elle n'en aurait fait qu'un. Et je me répète encore une fois, on ne parle pas de l'écoulement propre du temps, mais plutôt de la quantification de mouvement. Et ça varie d'un système à l'autre, ce qui influe sur les mécanismes qu'on a pour mesurer le temps. Et d'ailleurs, ça je crois que je vous l'ai pas dit, mais cette montre intègre une technologie NFC sur les modèles Advanced et Premium de la montre Lunar 1,622. Elles sont présentes sur le site de Colin MacArthur et ça permet de garantir l'unicité et la traçabilité de chaque montre. LHS 1140b est une planète très intéressante à étudier. On soupçonnait son existence en 2017, puis on l'a confirmé et calculé sa masse avec le télescope de 3,6 mètres de l'observatoire de la CIA. Il s'agirait possiblement d'une planète rocheuse, beaucoup plus massive et dense que la Terre. Sa gravité serait 3,25 fois plus forte qu'ici. Autrement dit, notre poids sur cette planète serait multiplié par 3. On se sentirait écrasé en permanence sans même pouvoir marcher. Pour échapper à son attraction, on devrait faire aller nos fusées à plus de 87 000 km/h. Mais mis à part ça, certains scientifiques pensent qu'elle est composée d'eau liquide, un océan très profond recouvrant possiblement toute la planète. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas trop s'enflammer. Cette découverte n'est pas encore certaine et les preuves sont encore très minces. Pour l'instant, il est impossible de confirmer si oui ou non il y a de l'eau sur cette planète. D'ailleurs, il est peu probable qu'on puisse détecter des océans sur une planète avant une vingtaine d'années, puisque notre technologie est encore trop peu évoluée. Mais revenons à proximité de la Terre, là où se trouve une petite étoile rouge, à 4,2 années-lumière d'ici, autour de laquelle orbitent 3 petites planètes rocheuses comme la Terre. La première qu'on a découverte dans ce système, c'est Proxima Centauri b. Proxima Centauri b a été détectée en premier par HARPS, qui se trouve à l'observatoire de la CIA de l'ESO avec un télescope de 3,6 mètres.
Donc là on est devant la salle où il y a l'instrument HARPS qui est avec le télescope 3,6 m. Alors on n'a pas le droit d'entrer parce que la température à l'intérieur est contrôlée. Donc c'est tout ce qu'on pourra voir de l'instrument malheureusement. Mais c'est grâce à cet instrument qu'on a détecté Proxima Centauri B en 2016 qui se trouve à 4 années-lumière d'ici. La lumière du télescope est parvenue jusqu'à l'instrument HARPS qui a vu l'étoile bouger sur un temps de 11 jours puisque la planète Proxima Centauri B prend 11 jours pour faire un tour autour de son étoile. Et donc il a vu l'étoile faire un petit mouvement sur 11 jours et on a pu détecter cette planète comme ça. Ce qui est très intéressant à propos de cette planète, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable de Proxima Centauri. Il est possible qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de Proxima Centauri B si elle possède une atmosphère. Mais il peut sembler contradictoire qu'elle soit si proche de l'étoile haute et qu'elle puisse pourtant abriter la vie. Mais c'est parce que Proxima Centauri est une naine rouge. Sa masse équivaut à environ 10% de celle de notre Soleil. Elle est beaucoup moins massive et beaucoup plus froide. La planète doit donc être beaucoup plus proche de l'étoile pour avoir à peu près la même température. Ce n'était pas trop compliqué de détecter Proxima B, parce qu'elle orbite autour d'une naine rouge. Et les naines rouges sont un type d'étoile beaucoup plus léger, moins lumineux et plus petite que le Soleil. Lorsqu'une planète tourne autour d'une naine rouge, comme l'étoile est légère, elle se fait facilement entraîner dans son mouvement circulaire et bouge beaucoup. Alors, c'est assez simple de détecter sa vitesse radiale et d'en déduire qu'une planète orbite autour d'elle. Cependant, même si c'est assez simple de trouver des planètes autour de naines rouges, c'est pas forcément la meilleure solution pour trouver la vie. Les naines rouges sont réputées pour être très instables. Elles ont tendance à émettre beaucoup d'éjections de matière dans l'espace et sont très éruptives. Et ça, c'est dangereux. Si le Soleil était une naine rouge, la vie n'existerait probablement pas sur Terre. Les vents stellaires violents de l'étoile auraient déjà arraché et anéanti l'atmosphère terrestre depuis longtemps, rendant notre planète inhospitalière à la vie. C'est pour cette raison que beaucoup de scientifiques ont des doutes sur Proxima Centauri B concernant son habitabilité. Mais qui plus est, rien n'est impossible, et seul l'avenir nous le dira. Mais reprenons notre chemin de la lumière. Une fois que la lumière est passée par le télescope, elle arrive au niveau des instruments, qui sont HARPS et NIRPS. On dit que ce sont des spectrographes. La différence entre HARPS et NIRPS, c'est que vous regardez dans le spectre de la lumière visible avec HARPS, donc du bleu au rouge. Et avec NIRPS, vous regardez plutôt les infrarouges. Dans l'univers, il y a plusieurs types d'étoiles. Il y a les géantes bleues, les naines jaunes comme le Soleil, et même les naines rouges. Et les naines rouges émettent la majeure partie de leur lumière dans l'infrarouge. Donc ce qui fait que NIRPS, il sert beaucoup pour détecter des planètes en orbite autour de naines rouges. Et comment ça se passe en fait? Le télescope qu'on a vu tout à l'heure en haut, eh bien, il va collecter toute la lumière. La lumière infrarouge va arriver directement vers NIRPS, et la lumière visible, donc qui n'est pas infrarouge, va arriver directement à l'instrument HARPS. Et c'est grâce donc à ces deux instruments-là qu'on va pouvoir détecter beaucoup de planètes en orbite autour d'étoiles de n'importe quel type. Mais comment est-ce que ces instruments font-ils pour détecter ces exoplanètes? Comment voient-ils ces étoiles bouger? Eh bien, comme on l'a dit, on analyse le spectre, la lumière de l'étoile. Mais que se passe-t-il à l'intérieur même de ces spectrographes? Donc cette lumière ici a déjà été collectée par le télescope. La lumière entre et frappe une partie du spectrographe dont la fonction est de décomposer la lumière. Elle passe ensuite à travers d'autres parties de l'instrument comme le prisme et la lentille. Et l'idée est de séparer les lumières. Si vous avez une caméra pointée ici, mesurons l'arc-en-ciel et que vous pouvez mesurer l'intensité de la lumière de l'arc-en-ciel, cela signifie que vous pouvez mesurer l'intensité de la lumière à chaque longueur d'onde de son spectre. Et en faisant tout ça, on va pouvoir détecter s'il y a des variations dans la lumière de l'étoile. Donc voir quand l'intensité de la lumière rouge ou bleue augmente puis diminue par exemple. C'est comme ça qu'on sait si l'étoile s'approche ou s'éloigne de nous. Si elle s'éloigne, son spectre se décalera légèrement plus vers le rouge. Mais si elle se rapproche, il se décalera un peu plus vers le bleu. Ainsi, en détectant cette variation de manière répétée et périodique, on pourra en déduire que c'est une planète qui fait bouger l'étoile. Et si le système n'était pas dans notre direction et qu'on voyait la planète orbiter comme ça, de cette manière-là, alors dans ce cas, on ne pourrait pas vraiment voir l'étoile bouger. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans la direction opposée, par exemple, si la planète orbitait vraiment de face, comme ça, la vitesse radiale serait de 0. Donc, vous ne détecteriez pas la planète, parce que l'oscillation se ferait dans l'autre direction. Donc ça voudrait dire qu'il y a plein de planètes qu'on ne peut pas détecter parce qu'on ne peut pas les prendre en photo et que leur système n'est pas dans notre direction. On peut penser ça pour des systèmes où la planète est parfaitement de face, mais la probabilité que ce soit le cas reste faible.
Donc, seulement dans ce cas très particulier où elle est vraiment de face, oui, il serait difficile de la détecter avec les méthodes de vitesse radiale. Mais la plupart du temps, on a une inclinaison. Revenons à notre planète Beta Pictoris b. Pour vous en souvenir, c'est la planète qui a la rotation la plus rapide qu'on connaisse. Elle tourne sur elle-même à une vitesse de près de 100 000 km/h. En comparaison, la Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1600 km/h. On n'avait jamais découvert de planète qui tournait aussi vite. Il s'agit donc d'une géante gazeuse, un peu comme Jupiter, mais qui aurait l'équivalent de 11 fois sa masse. La gravité là-bas devrait y être phénoménale, et sa température de surface est estimée à près de 1200 degrés Celsius. Mais pourrions-nous nous rendre à proximité de cette planète et voir ce spectacle magnifique qu'elle pourrait nous offrir? Eh bien, tout est une question de temps. Imaginez maintenant que j'aille sur Beta Pictoris b et qui se trouve à 63 années-lumière de la Terre. Eh bien, si j'y allais, mon voyage aura coûté 126 ans à la Terre. Imaginez qu'en partant, je laisse un enfant de 5 ans sur Terre. Eh bien, quand je reviendrai, ma montre n'aura presque pas bougé et mon enfant aura eu le temps d'avoir plusieurs petits-fils. Et peut-être même que je serai plus vieux que mes petits-fils. Et ça, c'est fou. Alors, ça rappelle un peu le film Interstellar. Et d'ailleurs, Interstellar, c'est aussi le nom de la montre que je porte. Et pourquoi je vous parle de ça ici? Eh bien, parce que ce télescope qui se trouve derrière moi, qui est encore en construction, pourra faire des observations de Beta Pictoris b et en apprendre beaucoup plus sur elle. Ce télescope en construction pourra observer Beta Pictoris b. Mais cette planète n'est pas forcément intéressante pour rechercher et trouver de la vie dans l'univers. Pour trouver d'autres formes de vie, nous devons nous concentrer sur ce que nous connaissons. Le meilleur exemple que nous avons de la vie, c'est nous-mêmes. Ainsi, nous avons plus de chances de trouver la vie sur des planètes similaires à la Terre, en orbite autour d'autres étoiles comme le Soleil. Et ça existe. Nous le savons et nous en sommes certains. Ce télescope en construction, ce n'est pas n'importe lequel. Nous ne nous sommes pas rendus n'importe où, puisqu'on se trouve là, devant ce qui sera le plus grand télescope au monde. Un télescope unique en construction depuis 10 ans, qui dépasse de très loin tous les plus grands télescopes de la planète. ELT sera un télescope de 39 mètres, ce qui est 5 fois plus grand que tous les plus grands télescopes actuels. Il sera équipé d'instruments de la plus haute précision, des instruments jamais conçus auparavant. Aucun instrument sur la planète ne peut faire cela aujourd'hui. Une véritable prouesse technologique qui nous permettra probablement de détecter la vie. Et donc grâce à lui, on pourra analyser l'atmosphère des exoplanètes, déterminer leur habitabilité et potentiellement y trouver de nouvelles formes de vie. C'est probablement grâce à Métis que nous obtiendrons la première image d'une planète semblable à la Terre autour d'une autre étoile. Beaucoup de scientifiques sont d'accord pour le dire. Si la vie existe dans notre galaxie, ce télescope sera capable de la détecter. D'après les statistiques, il est raisonnable de penser que la vie extraterrestre existe.